Bonjour à tous. Donc juste pour représenter un petit peu, avant de vous présenter un portrait de la région, ce que fait l'INSEE en région, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc on a deux grandes activités en région. La première est une activité de production statistique et d'enquête sur le terrain, de pilotage de ces enquêtes. Et la deuxième activité est une activité d'études et de diffusion, qui apporte un éclairage local, régional sur, un certain nombre de thématiques, démographiques, socio-économiques, environnementales, et cetera, avec, 2 modes de diffusion majeurs. Le premier, c'est la mise à disposition sur le site d'un certain nombre de données au niveau local, et la deuxième, c'est la publication d'études plus thématiques. On en publie une trentaine par an, que vous pouvez retrouver sur notre site. Donc, je vais essayer de dresser un portrait de la région et de ses enjeux. Pour faire ce portrait, je me suis appuyé sur le rapport de Blanchard et Tirole de 2021 sur les grands défis économiques majeurs pour la France dans les décennies à venir, qui a été commandé par le président de la République, avec comme grands axes et grands défis qui avaient été relevés à ce moment-là, ceux du changement climatique, celui des inégalités et de l'insécurité économique, et celui du changement démographique, et notamment du vieillissement de la population, auquel on peut rajouter plus généralement un enjeu de résilience économique. Sur la partie démographique, plusieurs points qu'on va pouvoir évoquer. Le premier, c'est que dans la région, la région, après avoir connu une croissance relativement soutenue, a une croissance qui est désormais proche de la moyenne nationale, donc une réduction assez forte de sa croissance démographique. Une croissance démographique qui est nourrie à parts égales par l'excédent naturel. Donc l'excédent naturel, c'est l'excédent des naissances sur les décès, avec quelques particularités dans la période très récente, et l'excédent migratoire, donc c'est le solde entre les arrivées et les départs dans la région. L'excédent naturel, on va le voir, est érodé par le vieillissement de la population, donc un vieillissement marqué dans la région, et il va basculer progressivement vers un déficit. Et côté migration résidentielle, ce qu'on note, c'est que la région est moins attractive que ses voisines du sud, donc Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Corse, avec notamment un déficit sur les classes d'âge les plus jeunes, enfin les jeunes de 15 à 29 ans. Donc si on regarde ça un petit peu en carte et en tableau avec quelques chiffres. Premier élément, la région compte, enfin, il y a 5 98 000, 5 100 000 habitants dans la région au 1er janvier 2020. C'est la 7e région française désormais. C'est après la fusion des régions, c'était la 3e auparavant. Et donc, ça en fait une région désormais moyenne au regard des autres régions françaises. On ne peut pas parler de démographie sans regarder un peu la géographie. Et donc, ce qu'on observe, c'est que la géographie de la région est très marquée par son relief entre mer et montagne, qui contraint assez fortement le peuplement, avec des plaines le long de la vallée du Rhône et en remontant les cours d'eau, et assez vite un relief montagneux et limitant les possibilités de peuplement. Ce qui fait que quand on regarde une carte un peu de densité de la population et de là où se trouve la population, on voit bien que la population est concentrée en bord de littoral, en bordure littorale, et avec un arrière-pays qui est beaucoup moins peuplé. Donc, si vous pouvez, pour regarder cette carte, en fait, ce que vous dit cette carte, c'est en rouge, hein, les zones en rouge, ce sont les zones qui sont denses, donc les grands pôles denses. Donc, vous avez Marseille, Aix et Martigues dans les Bouches-du-Rhône, Avignon dans le Vaucluse, Toulon et la Seine-sur-Mer dans le Var, et puis et avec Fréjus et Saint-Raphaël, et puis après Antibes, Cannes et Nice, notamment dans les Alpes-Maritimes. Vous avez ensuite des communes qui sont moins denses, enfin qui sont un peu moins denses, qu'on appelle de densité intermédiaire, donc ce sont encore des communes urbaines,
mais de densité moindre. Ce sont notamment les couronnes des grandes villes dont je vous parlais juste à présent. Et ensuite, vous avez en vert, donc clair et moins clair, les communes peu denses et très peu denses qui forment l'espace rural de la région. Et donc un espace rural qui lui, est en termes de population beaucoup plus restreint que sur le reste du territoire national. C'est 15% de la population de la région qui vit en espace rural sur 75% du territoire. Au niveau national, la moyenne est plutôt à 33% de la population. Euh, Si on regarde un petit peu sous un autre angle le peuplement, et donc ça, c'est l'INSEE fonctionne beaucoup par zonage pour essayer de comprendre un petit peu les dynamiques territoriales. Donc là, vous avez comme zonage ce qu'on appelle le zonage en aires d'attraction des villes. Donc, les aires d'attraction des villes se composent à la fois d'un pôle de population et d'emploi, donc des grands pôles dont je vous les ai cités notamment tout à l'heure, et de couronnes qui gravitent autour de ces pôles. Les couronnes envoient 15% de leurs actifs occupés dans les pôles. Donc là, vous voyez bien le découpage de la région autour des grands pôles dans les Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Alpes-Maritimes et un peu Var aussi. Plus la couleur est foncée, plus ces aires d'attraction des villes sont importantes en termes de population. Il y a une aire de plus de 700 000 habitants dans la région qui est celle de Marseille, Aix et Martigues, qui est une aire tripolaire d'ailleurs. Ça veut bien dire qu'il y a 3 zones d'attraction dans les Bouches-du-Rhône en termes d'emploi, l'étang de Berre, Marseille et Aix-en-Provence. Une particularité de la région liée à sa densité et à son peuplement urbain, c'est que les 3 quarts de la population sont concentrés dans les 5 plus grandes aires. Et on a 3/5 de la population aussi qui sont dans les pôles, dans les grands pôles. En France, ça n'est que la moitié de la population qui vit dans ces grands pôles. Donc une population beaucoup plus urbaine, beaucoup plus métropolitaine dans la région. Un point que je n'ai pas mentionné non plus tout à l'heure quand on regardait un petit peu le peuplement de la région, et là où on voit bien la géographie, c'est que la moitié de la population de la région vit dans une commune littorale. Donc ça vous montre bien cet aspect très, très littoral de la région avec un arrière-pays alpin notamment qui est beaucoup moins peuplé. Quand on regarde la croissance démographique de la région, donc une région qui a cru fortement après-guerre, très attractive après-guerre, de 1970 aux années 2000, était sensiblement plus attractive que, euh, que le reste du territoire national. Vous avez à gauche en bleu la courbe de la région, dont la population a cru de 50% en 50 ans. Ce qui fait également que ça a des incidences en termes de logement. Le nombre de logements a doublé en 50 ans. Alors que la population française dans son ensemble, en courbe rouge, a cru de 30%. Ensuite, ce que vous pouvez voir, c'est une différence entre départements sur ces courbes, avec le Var, dont la population a doublé en 50 ans et qui continue à rester dynamique. Les Bouches-du-Rhône, qui sont plus proches de la moyenne française, à 39% sur 50 ans, et les 4 autres départements qui sont autour de la moyenne de la région, autour de 55%. Quand on regarde un peu les contributions à cette croissance, ce qui engendre cette croissance démographique dans la région sur les 10 dernières années, il y a une répartition équivalente entre le solde naturel, donc l'excédent des naissances sur les décès, et le solde migratoire, donc les arrivées enfin les installations dans la région moins les départs de la région. Chacune contribue autant, et ce qui fait que la croissance de la population est en moyenne annuelle de 0,4% par an sur la dernière décennie. En France, globalement, donc la croissance est à peu près similaire avec une part plus importante du solde naturel, ce qui s'explique par le fait que la population dans la région est un peu plus âgée. D'un point de vue historique, si on regarde sur les 50 dernières années, ce qui a vraiment fait la croissance de la population dans la région, c'est son attractivité migratoire, donc les arrivées dans la région, avec un solde naturel qui a été
à peu près sur la même tendance sur l'ensemble des 50 ans. Si on regarde un petit peu ça en carte, donc ce que vous voyez représenté sur ces deux cartes, sur celle de gauche, c'est le solde naturel, et sur celle de droite, c'est le solde migratoire. En couleur rouge, et plus on va vers le foncé, c'est la variation du nombre d'habitants qui est due soit au sol naturel, soit au sol migratoire. Et en bleu, c'est l'inverse, c'est la perte d'habitants liée à ces deux phénomènes. Et donc, ce qu'on observe, c'est un contraste assez fort dans les territoires avec des villes et des pôles qui ont plutôt un solde naturel assez élevé, ou en tout cas relativement élevé dans la région, mais qui perdent plutôt des habitants par l'effet du solde migratoire, donc des gens qui quittent les grands pôles ou les grandes agglomérations, et à l'inverse, des territoires, d'autres territoires qui, eux, gagnent des habitants du fait de leur attractivité migratoire, notamment dans le Var. C'est assez flagrant, et dans les couronnes. Quand on regarde un peu le bilan d'ensemble démographique, donc ce que je vous disais sur la courbe de l'excédent et de l'excédent naturel, qu'on peut regarder sur une dizaine d'années, on est passé d'un excédent naturel qui était de l'ordre de 10 000, un peu plus de 10 000 il y a 10 ans, à ces 2 dernières années, 3 dernières années même d'ailleurs, puisque 2020, il y a eu un léger déficit naturel. On est passé à un déficit naturel. Donc, ce déficit naturel s'explique notamment par un accroissement des décès, ce que vous voyez sur la courbe en jaune, qui a fortement cru, avec la crise Covid, mais également les épidémies de grippe, voire pour cet été un peu de forte chaleur, et une baisse tendancielle, et ça c'est ce que vous voyez en bleu, des naissances dans la région. Et cette baisse des naissances, elle est liée à deux facteurs. Le premier, le plus important, c'est la baisse du nombre de femmes en âge d'avoir des enfants, donc classiquement prise entre 15 et 49 ans, qui a baissé de 3% en 10 ans. Et puis, le deuxième facteur, un peu plus récent, c'est une légère baisse du taux de fécondité, qui s'établit dans la région à 1,89, hein, donc c'est un des plus hauts de France, mais qui n'empêche pas cette diminution du nombre de naissances qui est tendancielle. Et on observe depuis le début de l'année que le nombre de naissances continue à baisser, cette fois-ci assez significativement, de l'ordre de 7 à 8%. Quand on regarde un petit peu maintenant côté solde migratoire, et qu'on regarde vraiment les migrations dans la région, ce que vous avez sur ce graphique, ce sont en vert les arrivées dans la région, et en rose les sorties de la région. Et puis la courbe bleue en traduit le solde. Et donc, ce que vous voyez, c'est que entre 15 et 29 ans, donc aux âges étudiants, mais aussi de jeunes actifs, davantage de gens quittent la région qu'il y en a qui s'y installent. À l'inverse, aux âges plus actifs, un peu plus âgés, et aux âges de la retraite, enfin aux abords de la retraite et juste en début de retraite, la région est plus attractive. Et ça se traduit à peu près, ce type de phénomène se traduit à peu près dans tous les départements de façon plus ou moins marquée. Je vous parlais un peu du vieillissement de la population tout à l'heure. Donc ça, ce sont des cartes qui le traduisent. On regarde la proportion de personnes âgées de plus de 65 ans en France. Donc, vous voyez que la région fait partie des régions où ce taux est élevé. Il est de plus de 23% en 2020, avec l'ensemble des départements de la région, à l'exception des Bouches-du-Rhône, qui ont un taux supérieur à 22%, avec le Var et les Alpes-de-Haute-Provence, qui sont les départements les plus âgés, avec plus de 26% de personnes qui ont plus de 65 ans. Une autre façon de regarder également ces questions de vieillissement, c'est de quitter la photo
et d'essayer de regarder en évolution sur, donc là, ce qu'on a fait, c'est sur les 30 dernières années, l'évolution du nombre de personnes, ici, on a pris les plus de 60 ans, sur le territoire. Et donc là, vous avez ces évolutions en vert, plus c'est foncé, plus la croissance du nombre de personnes de plus de 60 ans a été forte. Et dans la région totale, sur les plus de 60 ans qui sont 1,6 million, représentent 31% des habitants. C'est 3 points de plus qu'en France métropolitaine. Et c'est une part qui a progressé de 8 points en 30 ans, même niveau qu'en France métropolitaine pour cette progression. Elle a notamment progressé assez fortement dans les couronnes des grandes aires, qui étaient jusqu'à présent plutôt le fief d'actifs travaillant dans les pôles et qui vieillissent également, alors que dans un certain nombre de zones rurales, le vieillissement était déjà important et s'est poursuivi. Et donc, si on s'attache maintenant aux personnes de plus de 85 ans, il y en a 230 000 dans la région, c'est 4,4%. Mais on estime, avec des hypothèses raisonnables de prolongation des tendances démographiques, que cette part passerait de 4,4% actuellement à 7,3% d'ici 2050. Donc, une part importante dans la population. Ce qu'on peut voir un peu aussi sur ces graphiques, hein, là, on vous présente ici des projections de population avec à horizon 2050, voire 2070. Donc, pour faire ces projections de population, on a prolongé les tendances récentes à la fois en termes de mortalité, de fécondité et de solde migratoire dans la région. Donc, ce qu'on voit sur la pyramide des âges à droite, la pyramide des âges donc, qui vous présente un peu le nombre d'habitants sur chaque classe d'âge, hommes en bleu et femmes en jaune. En très plein, vous avez la pyramide des âges actuelle dans la région. Donc, on voit déjà que la région est relativement âgée, avec une part très importante de la population entre 45 et 75 ans. Et un décalage, un déplacement de ces âges vers le haut, et donc un vieillissement qui est plus important, je vous voyez, en trait, je vous voyez juste marqué par les traits, donc qui vous montre un petit peu le vieillissement de la population, et on continue à perdre des jeunes, ce que vous voyez en bas quand vous regardez aux âges à la fois des enfants très jeunes et des 20-25 ans. Et donc tout ça, ça nous fait une population qui continuerait dans la région à croître légèrement ces prochaines années et se stabiliserait assez vite, hein. On ne serait pas très très loin du pic avant de décroître aux alentours de 2050. Donc une population qui croît assez peu, qui croîtrait assez peu dans la région à hypothèse démographique tendancielle, voilà. On a fait des scénarios, évidemment, ce sont des hypothèses, hein, ce sont des scénarios, ce ne sont absolument pas des prévisions, donc ce sont des scénarios, donc un scénario central en vert, donc hypothèse de prolongation des tendances, et puis des scénarios qui sont plus extrêmes, où on pousse les curseurs vers le haut ou vers le bas, et donc qui vous montrent un petit peu l'éventail des possibilités de l'évolution de la population dans la région, qui est potentiellement assez important. Je profite ici juste d'un petit point pour vous montrer ces projections de population. Donc, une population qui croîtrait assez peu avant de stagner puis de décroître. Ça ne veut pas dire que les besoins en logement ne croîtraient plus. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là, on parle de population, mais pour les logements, ce qui est nécessaire en termes de logement, c'est de regarder le nombre de ménages. Or, donc les ménages, ce sont un ensemble d'individus qui vivent sous un même toit, quel que soit leur régime matrimonial ou autre. Mais ce sont ceux qui vivent sous le même toit. Et donc, ce nombre de ménages, lui, croît sensiblement plus vite que la population, en raison notamment d'une diminution du nombre de personnes par ménage, qui peut être liée au vieillissement, hein. Vous pouvez avoir plus de personnes âgées qui se retrouvent seules, mais qui ont toujours besoin d'un logement, ou d'épisodes divers et variés de la vie, ainsi qu'un nombre d'enfants moindre par famille.
Donc ça, c'était juste pour vous alerter qu'il ne fallait pas se contenter de ces simples projections démographiques pour voir un petit peu quels pouvaient être les inducteurs en termes de logement sur un territoire. Et donc, tous ces questions démographiques, ce vieillissement, ces projections posent un certain nombre de questions et d'enjeux auxquels la région est confrontée. On a vu qu'il y avait toujours une attractivité migratoire, même si plus faible que dans notre région, et donc se pose la question de l'accueil des nouvelles populations en termes de logement, d'infrastructures, d'emploi, d'éducation. Des questions également d'équilibre des territoires, puisque les territoires ont des dynamiques démographiques qui sont très diverses, entre un Var qui est très dynamique, des Bouches-du-Rhône qui sont à peu près au niveau, et des Alpes-de-Haute-Provence qui sont à peu près au niveau de la région, et Hautes-Alpes, Vaucluse et Alpes-Maritimes qui sont bien en dessous, pose des questions un peu d'équilibre des territoires, notamment en termes de développement durable. Le maintien à domicile d'une population vieillissante est un véritable enjeu également. Actuellement, on considère qu'il y a un peu moins de 80 000 personnes qui sont dédiées à la garde et aux soins des seniors, mais avec le vieillissement croissant de la population, hein, notamment de la population plus âgée, notamment des plus de 85 ans, des besoins accrus de ce côté-là. Et donc, à la fois en termes d'adéquation du parc de logement, ce n'est pas la même chose d'avoir des logements accessibles pour les plus âgés que des logements qui le seraient moins, des services de proximité, et puis des services à la personne, des personnels soignants, etc. Mais c'est un enjeu dans la région qui est important au regard de la part plus importante des personnes âgées qui sont, en tout cas, le mot est peut-être mal choisi, mais la région est un peu précurseur de ce côté-là. Avec en corollaire également la prise en charge des personnes dépendantes, puisqu'un certain nombre de personnes âgées, pas que, mais principalement âgées, sont dépendantes, avec les mêmes thématiques d'établissements spécialisés et de personnel soignant. La région est une terre de très forts contrastes, avec une pauvreté et des inégalités qui sont particulièrement marquées. On a publié d'ailleurs, j'en profite pour le mentionner cette semaine, un dossier assez important qui fait un état des lieux de la pauvreté dans la région, et donc qui explicite un petit peu tous ces points et le profil des personnes pauvres. Donc dans la région, on a 17% des habitants qui sont pauvres. C'est bien davantage en moyenne nationale, qui est à 14,4%, donc de 2,5 points de plus. Et la région est la troisième région de France métropolitaine avec le taux de pauvreté le plus élevé, après la Corse et légèrement derrière les Hauts-de-France. La pauvreté ici, dont je parle, c'est une pauvreté monétaire. Et donc, ça se calcule au niveau des ménages. Donc, les ménages qui rassemblent toutes leurs ressources euh, et, euh, et qui ont des économies d'échelle en matière de dépenses. C'est-à-dire qui ont des dépenses aussi communes. Par exemple, un loyer sera pour l'ensemble du ménage et pas réparti personne par personne. Donc, on regarde le revenu disponible du ménage par unité de consommation. On regarde son seuil. Le seuil de pauvreté, c'est 1120 euros pour une personne seule. Et donc, voilà, ça c'était juste pour vous dire un petit peu comment a été construit tout ça. Dans la région, donc, on a également donc, un taux de pauvreté élevé. Ça se traduit également sur les enfants. On a un quart d'enfants pauvres dans la région, donc un quart d'enfants qui vivent un quart des enfants vivent dans des ménages pauvres. C'est la deuxième région où c'est le taux le plus élevé. C'est 4 points au-dessus de la France métropolitaine. C'est juste après les Hauts-de-France. Et cela est notamment dû au fait que près d'une famille monoparentale sur 3 est touchée par la pauvreté. Un autre point, c'est non seulement il y a davantage de pauvres dans la région, mais également les pauvres sont plus pauvres. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'intensité de la pauvreté, qui regarde le revenu médian des personnes pauvres, c'est-à-dire qui sépare le revenu des pauvres en deux catégories, ceux qui touchent plus et ceux qui touchent moins. Ce revenu médian est inférieur de 21% au seuil de pauvreté et c'est là aussi supérieur au niveau national. Donc,
des personnes pauvres qui sont plus pauvres. Et enfin, des inégalités qui sont particulièrement marquées dans la région. On a un rapport interdécile. Donc, un rapport interdécile, c'est schématiquement le revenu des 10% les plus aisés divisé par le revenu des 10% les moins aisés, les plus pauvres, qui est de 3,6 dans la région. Il est de 3,4 en France. Et c'est dû à deux aspects. Un, il y a davantage de personnes pauvres et très pauvres. Et il y a un nombre de personnes aisées qui est aussi plus important que dans un certain nombre de régions. Et donc, je vais développer un peu tout ça par carte comme tout à l'heure. Donc là, vous pouvez regarder avec cette carte-là le taux de pauvreté à gauche, donc qui vous traduit bien euh, les régions où ce taux est le plus élevé. Et à droite, vous avez une carte un peu similaire qui vous situe un petit peu les endroits, enfin là, qui vous situe la proportion de personnes pauvres dans la région. Et donc, on voit qu'il y a deux types principalement de territoires touchés par la pauvreté. Il y a les grands pôles urbains, enfin, pas tous, mais une grande majorité des grands pôles urbains. Je vais développer un peu ce point. Et les espaces très ruraux. Ce sont un peu les deux grands types d'espaces qui sont touchés par la pauvreté. Dans les grands pôles urbains, Avignon est particulièrement touché, Marseille également. Et si on décompose Marseille en ces arrondissements, et on considère que les arrondissements de Marseille sont des communes, ce qu'ils sont en pratique, 5 des arrondissements de Marseille, les premiers, deuxième, troisième, 14e et 15e, sont parmi les 20 communes les plus pauvres de France. Et là, je considère également dans ces communes-là les communes des DOM. Donc, une pauvreté particulièrement marquée à Marseille et dans les pôles de la région. Et de l'autre côté du spectre des revenus, des très hauts revenus qui sont plus fréquents qu'en province de façon générale. Environ 1% de personnes gagnant plus de 9 000 euros par mois pour une personne seule. C'est à peu près les mêmes niveaux qu'en Auvergne-Rhône-Alpes et qu'en Corse, et c'est supérieur au reste des régions de province qui sont à 0,8. C'est bien évidemment bien inférieur à l'Île-de-France, qui est un cas très particulier avec de gros revenus du patrimoine et financier dans cette région. Dans la région, les ménages à très haut revenu résident dans les grands pôles d'emploi et sur le littoral azuréen. Voilà. Et donc, tout ça crée effectivement des inégalités assez fortes entre les plus aisés et les plus pauvres. Si on fait un focus maintenant sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qu'on appelle les QPV, et qui sont dans une phase de refonte, alors les principes en seront les mêmes. Les QPV sont construits à partir de critères de revenus et de taille de commune. Et donc, dans la refonte, ce seront à peu près les mêmes critères. Ce ne sont pas forcément exactement les mêmes QPV parce que la géographie peut changer un petit peu. Il y a des évolutions aussi de revenus, mais les principes resteront les mêmes. Donc, dans la région, on a 10,1% des habitants qui habitent dans ces quartiers prioritaires de la ville. C'est 2,5 points de plus qu'en France métropolitaine. Et la moitié des habitants de ces quartiers sont pauvres, ce qui est plutôt par construction. Ce qu'on observe, c'est que ces quartiers n'attirent pas, puisque l'immigration résidentielle les dépeuple, et également les appauvrissent. C'est-à-dire que les gens qui sortent de ces quartiers, les habitants qui sortent de ces quartiers, sont plus riches que ceux qui n'y rentrent. Globalement, dans ces quartiers, la population est jeune, avec une part de familles monoparentales élevée, et particularité de la région pour le coup, un parc de logements sociaux en retrait. Vous avez un certain nombre de quartiers prioritaires de la politique de la ville, et notamment à Marseille, pour ceux qui connaissent bien cette ville, qui comporte beaucoup de logements du parc privé. Et enfin, le niveau de diplôme est faible, notamment chez les plus jeunes. Donc, quelques faits sur ces quartiers. D'abord, en termes de scolarité, ce qu'on observe, c'est qu'il y a de nombreux sortants précoces du système scolaire dans ces quartiers de la politique de la ville. Ce que vous avez représenté sur cette carte, donc sur les grandes villes de la région, Marseille, Nice, Toulon, Aix et Avignon. Vous avez représenté donc les quartiers de la politique de la ville.
Et en couleur, en orange, plus l'orange est foncé, le risque, enfin le décrochage scolaire, et plus c'est vert bleu foncé, moins il y a de risque de décrochage scolaire. Et donc, on voit que le décrochage scolaire est quand même très marqué dans ces quartiers, et alors même que dès qu'on s'en éloigne un petit peu, il diminue très, très fortement. Donc, une très forte concentration de ce décrochage dans ces quartiers. En termes d'insertion dans l'emploi, elle est également compliquée pour les habitants de ces quartiers et surtout pour les femmes, les étrangers et les jeunes. Donc, dans les quartiers de la petite de la ville, on a 40% des habitants en âge de travailler qui sont en emploi, 20% au chômage et 40% inactifs. C'est moins d'emplois que dans les quartiers de la petite de la ville en France, où il y en a 45% qui sont en emploi, et c'est moins que dans l'ensemble de la région, où 61% de cette population est en emploi. Et vous avez trois profils types de quartiers de la politique de la ville vis-à-vis de l'emploi. Ceux à forte inactivité, donc c'est 180 000 habitants, c'est notamment les quartiers nord de Marseille et dans et dans l'ouest et du côté d'Avignon. Des QPV qui sont marqués par la précarité de l'emploi. Là, pour le coup, c'est plutôt l'ouest de la région, notamment côté rhodanien. Et puis, des quartiers de la petite ville qui sont un peu moins pénalisés vis-à-vis de l'emploi, donc sont un peu plus au niveau de la France métropolitaine. Et là, c'est à peu près la moitié des habitants des QPV. Et ce sont ces quartiers qui ont un contexte économique local un peu plus favorable que ceux que j'ai décrits juste auparavant. Maintenant, si on dézoome un petit peu et qu'on repasse sur l'ensemble de la population et qu'on regarde le rapport au chômage, on a un taux de chômage dans la région qui est important alors qui est beaucoup moins important maintenant, mais qui est important en comparaison avec le reste du territoire national. C'était au premier trimestre, c'était 8% de la population active, un point de plus qu'en France métropolitaine, où c'était 6,9%. Il a baissé au second trimestre. Là, on a publié les chiffres la semaine dernière. Il est à 7,8%, mais il reste encore sensiblement au-dessus de la France métropolitaine. C'est le troisième taux le plus élevé, après les Hauts-de-France et l'Occitanie voisine. Et notamment, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est un taux qui est sensiblement supérieur à celui de son voisin d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui pourtant a des conditions économiques, macroéconomiques, on va dire, si on regarde la richesse par habitant dégagée, à peu près similaire. Ceci dit, la région reste au-dessus, mais quand on regarde en évolution, on voit qu'elle partait de loin, avec un écart de plus de 3 points de taux de chômage au début des années 2000, et une résorption, puisque l'écart est passé en dessous de 1 point, aux alentours d'1 point, en dessous de 1 point tout récemment. Donc, une amélioration quand même positive, et notamment due, et ça vous le verrez un petit peu plus tard, à une croissance de l'emploi non négligeable. Le chômage a un lien très fort avec le niveau de qualification. Et donc là, vous avez deux cartes qui vous présentent la disparité de ces qualifications. Oui, parce que si vous revenez si on revient précédemment, on voit bien, pardon, les différences assez fortes locales de taux de chômage, avec une zone de Briançon et de Menton, d'Aix-en-Provence, qui sont des zones qui sont favorisées, avec des taux de chômage qui sont inférieurs à 6%, et à l'inverse, des zones avec notamment du côté de l'arrière-pays du Var et du Rhône et de Marseille, où le taux de chômage est sensiblement plus élevé. Donc, si on revient un peu sur les qualifications, en creux et en miroir, vous avez des cartes qui montrent un peu ce lien entre qualification et chômage, avec sur la carte de gauche le taux d'actifs qui ont un niveau de diplôme supérieur ou égal à la licence et donc un fort taux d'actifs qui sont diplômés du côté d'Aix-en-Provence, Cannes, Nice et Marseille, avec notamment les universités qui jouent en ce sens. Et
dans d'autres territoires. Et là, vous les voyez aussi en bleu foncé, qui sont en creux. Un nombre justement de jeunes peu ou pas diplômés qui ne sont ni au travail ni en emploi, qui sont importants dans les zones, dans un arc qui va d'Orange à Sainte-Maxime et d'Orange à Arles à peu près, qui vous donne un petit peu ça. Donc là, le zonage que je vous présente ici, c'est pas celui qu'on a vu tout à l'heure en aire d'attraction des villes. C'est un zonage en zone d'emploi, j'appelle zone d'emploi, donc qui concentre globalement population et emploi, enfin, population qui a son emploi proche, on va dire, enfin, pour schématiser. Euh, un autre type d'inégalité, c'est relative au logement. Donc, dans la région, vous avez un pouvoir d'achat immobilier des ménages qui est relativement limité par le prix des logements. La région est une des régions les plus chères de France. C'est la deuxième pour le prix des appartements. Et suivant la métrique qu'on prend pour le prix des régions, c'est la première, ça peut être la première. Donc, une région chère, notamment sur les littorales et dans les communes touristiques des Alpes. Et c'est aussi une région où il peut y avoir de la concurrence pour le logement. Alors, sur la carte de droite, là, vous avez la part des résidences secondaires, donc qui sont très présentes sur le littoral et dans les Alpes notamment, plus c'est foncé, avec en cercle le nombre de résidences secondaires et en aplat de couleurs, plus c'est foncé, plus vous avez de résidences secondaires. Euh, et, euh, et une suroccupation du logement qui est de facto importante dans la région, à la fois parce qu'il y a une concurrence d'usage entre les résidences principales et les résidences secondaires d'une part, et d'autre part un prix du logement important. Et donc, quand on regarde un peu la suroccupation du logement, c'est-à-dire qu'on regarde l'espace disponible, le nombre de pièces disponibles pour un ménage au regard de ce à quoi il pourrait prétendre de façon standard. On observe en bleu sur le graphique de gauche que pour tout type de commune, qu'elle soit rurale ou qu'elle soit très grande, la suroccupation est plus importante dans la région qu'en France. Et sur la carte de droite, vous voyez un petit peu cette répartition de la suroccupation. Donc, elle est plus présente dans les grands pôles, hein, et notamment les grands pôles littoraux du côté de Nice, Côte d'Azur et Marseille notamment. Si on repasse maintenant sur les inégalités, là vous avez deux cartes qui vous présentent les disparités territoriales de niveau de vie dans les grands pôles dans la région. Donc, dans deux grands pôles de la région, ce sont les plus inégalitaires, Avignon en haut et Marseille en bas. Et donc là, ce qu'on regarde, c'est la ségrégation dans ces pôles. Sur la carte de droite en France, vous voyez le niveau de ségrégation. Donc, le niveau de ségrégation, c'est que regarde si les gens sont mélangés au sein de la ville ou pas, pour schématiser. Et donc, dans la région, on l'a regardé Marseille, Avignon, Toulon, Nice et Cannes. Nice et Cannes sont des villes avec un niveau de ségrégation qui est relativement faible en comparaison nationale. Toulon est dans une situation intermédiaire et Avignon et Marseille sont dans le top 5. Donc, ce sont celles qui sont représentées. Vous avez en couleur rouge les 20% les plus pauvres, enfin et en bleu c'est les plus aisés. Et donc, vous voyez un peu la répartition de ces quartiers dans ces deux villes. Donc, pour ceux qui connaissent les villes, c'est assez flagrant. On ne prend pas que la ville en tant que telle, hein. Enfin, il faut bien prendre la ville et un peu son ensemble. Et donc, pour Avignon, par exemple, vous avez de l'autre côté du Rhône, Villeneuve-sur-Avignon, qui concentre la population aisée de la ville, à l'inverse des quartiers au sud de la vieille ville. Et à Marseille, les quartiers sud en contraste très fort avec les quartiers nord. En termes d'inégalités toujours, il y a des inégalités
vis-à-vis des services numériques, dans l'accès vis-à-vis des services numériques. Bon, pour le coup, la région ne se distingue pas des autres régions sur le sujet, elle est vraiment dans la moyenne. Sur l'accessibilité des réseaux à très haut débit, les inégalités territoriales se résorbent avec les plans gouvernementaux. Et en termes d'électronisme, alors il y a des inégalités à l'intérieur de la région, mais qui sont les mêmes qu'en France. Donc il y a 16% de la population qui souffrent d'électronisme dans la région. C'est très corrélé à l'âge, ce que vous voyez sur le graphique de droite. Donc avec les petits losanges qui montrent le taux d'électronisme par âge, donc qui touche principalement les plus de 70 ans, et au diplôme également. Et donc là, vous avez les barres qui représentent le niveau de diplôme de l'absence de diplôme ou brevet en bleu à diplôme du supérieur en vert. Donc, vous voyez bien la double fracture âge-diplôme qui joue sur l'électronisme. Et enfin, en termes d'inégalité, la dernière, c'est celle d'accès aux services. Et donc là, ce qu'on regarde sur cette carte, c'est le temps d'accès moyen aux principaux services de la vie courante en minutes. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la région, en moyenne, a un temps d'accès moyen qui est bon en comparaison nationale. En revanche, il y a des zones davantage dans l'ARPI, et notamment dans les zones alpines, qui ont un temps d'accès au service qui est beaucoup plus important et qui s'explique assez aisément par la géographie. Donc, en termes d'enjeux liés à ces questions de précarité et d'inégalité, il y en a un certain nombre. Donc, des enjeux d'emploi, de formation et d'insertion, et avec ça, des enjeux d'éducation plus largement. Des enjeux de logement. Il faut savoir que la région a un taux de logements sociaux qui est sensiblement plus faible que la moyenne nationale, autour de 14% contre un peu plus de 17% en moyenne nationale, alors qu'il y a un nombre de pauvres qui est plus important, et donc cela pose un certain nombre de difficultés de logement et également d'habitat indigne. Et puis après, il y a des enjeux sociaux, notamment de pouvoir de vivre, et avec le contexte inflationniste actuel, qui sont encore plus prononcés. La première chose qu'on peut regarder, si la carte arrive, c'est que la région est un territoire qui est très protégé, en tout cas avec beaucoup de grands marqueurs de protection, avec 4 parcs naturels, 4 parcs nationaux, pardon, donc deux terrestres, Écrin, Mercantour, et deux maritimes, Calanque et Porquerolles. 9 parcs régionaux, 17 réserves naturelles, etc. Donc, un paysage et des aménités environnementales et naturelles préservées. Et d'ailleurs, 70% de la région sont des espaces naturels, 50% de forêts, 20% d'autres espaces, avec 20% de terres agricoles et 10% de consommation foncière. Donc, une région avec beaucoup moins d'agriculture et beaucoup plus d'espace naturel qu'ailleurs. Ceci dit, il y a un certain nombre de défis liés au changement climatique. Quand on pense au changement climatique, on commence par penser aux émissions de gaz à effet de serre. Et là, on voit que la région ne se positionne pas si bien que ça en comparaison nationale sur ces émissions, et notamment en raison d'une industrie qui est très fortement émettrice dans la région, une industrie lourde autour de l'étang de Berre en grande majorité. Donc, ce qui fait que la région que les habitants de la région émettaient en 2016 7,4 tonnes équivalent pétrole par habitant, c'est 7% de plus qu'en France métropolitaine. Juste pour vous donner un petit point si vous ne l'avez pas en tête, là on est en émission, ce n'est pas tout à fait l'empreinte carbone. L'empreinte carbone comprend également ce que vous consommez d'importer et exclut les exportations. Donc l'empreinte carbone est un peu plus élevée que les émissions pour la France, mais en termes d'impact écologique de nos pratiques, c'est bien l'empreinte carbone par habitant qu'il faut prendre. Et pour vous donner un ordre de grandeur également, la neutralité carbone, il faut passer à 2 tonnes équivalent de CO2 par habitant. Donc là, on est quand même sensiblement au-dessus et la trajectoire est ambitieuse. Donc, pour la région, si on revient à la région, donc plus d'industrie, mais moins de transport routier et d'agriculture, parce que l'agriculture est aussi plus faible dans la région et moins
consommatrice d'intrants, moins consommatrice d'engrais. Le résidentiel, ce qu'on appelle le résidentiel, c'est principalement le mode de chauffage qui est également plus faible dans la région, dans la mesure où la région bénéficie d'un climat plus bénéfique. Si on regarde l'effort qui a été fait de réduction de ces émissions dans la région entre 2007 et 2019, on voit une baisse de 1,6% annuel des émissions de CO2 par habitant, avec le résidentiel qui a décru davantage, l'industrie un peu moins, enfin l'énergie sensiblement, mais parce qu'il y a aussi eu des baisses d'activité, l'industrie un peu moins, le transport routier beaucoup moins, et les autres modes de transport, eux, continuent à progresser. Donc cela vous donne un petit peu les axes sur lesquels on peut jouer, sachant que les aires de chacun des rectangles de baisse sont proportionnelles au poids des émissions dans la région. Énergie, avant de passer aux mobilités. Donc, on regarde un petit peu les passoires thermiques dont on parle beaucoup actuellement. Donc là, c'est les données qui sont présentées ici sont de 2018. On est en train de faire un exercice qui les revoit. Ce qu'on pouvait noter, c'est qu'il y avait en 2018 dans la région une proportion de passoires thermiques plus faible qu'au niveau national, notamment en raison d'un climat plus favorable, sauf dans les Alpes. Et donc, vous voyez bien que dans les Alpes, le nombre de passoires thermiques est sensiblement plus important et se rapproche des départements les plus énergivores dans la région. Et un avantage de la région également sur ce point énergétique, c'est que le chauffage électrique est donc là qui est en bleu dans les camemberts est fortement utilisé, ce qui est aussi plus économe en énergie. Mobilité maintenant, donc vous allez avoir deux cartes de déplacement de flux domicile-travail. Donc on regarde un petit peu les déplacements du quotidien de ce côté-là, avec deux grands messages sur ces déplacements, à l'inverse peut-être de ce qu'on peut avoir en tête. Les déplacements se font beaucoup à l'intérieur des grands pôles, notamment Marseille et Nice. Donc, il y a des flux de domicile-travail qui sont très importants à l'intérieur de ces pôles. Aix, Avignon, etc., c'est pareil. Et également au sein des couronnes. Donc, il y a les pôles et les couronnes. Donc, il y a au sein des pôles et au sein des couronnes. Et là, la deuxième carte, donc, ce sont sur les déplacements qui sont pour le coup entre les pôles et les couronnes, et notamment des couronnes vers les pôles qui sont les déplacements les plus importants dans ce sens. Ce sont des déplacements qui ont cru sur les 20 dernières années, hein, couronne vers pôle, avec des gens qui sont allés s'installer un peu plus loin, davantage vers les couronnes, tout en continuant à travailler dans les pôles. Donc une croissance de la part de ces déplacements sur les 20 dernières années, qui se traduit évidemment en kilométrage globaux supérieur à ce qu'il pouvait être il y a 20 ans, mais une distance moyenne de déplacement domicile-travail qui, elle, a relativement peu évolué. Donc, en matière de déplacement, ce qu'on peut noter, c'est que dans la région, les actifs ne travaillent pas si loin que ça de leur domicile, moins de 7 km, c'est un peu plus de 9 km en France. En revanche, ils se déplacent très fortement en voiture, même pour de faibles distances. Donc, vous avez un petit peu tous les chiffres qui le traduisent. Si on prend quelques exemples de villes dans la région et qu'on les compare à d'autres, sur l'agglomération d'Aix-Marseille, 61% des déplacements de domicile-travail se font en voiture, c'est 51% à Lyon. En transport en commun, c'est une proportion inverse, hein, c'est 10 points de moins. Nice se compare à Nantes en termes de déplacement en voiture, en transport en commun. Et Toulon utilise beaucoup plus la voiture qu'une ville comme Montpellier. À chaque fois, ce sont des villes de taille similaire. Et entre 2015 et 2019, ce qu'on peut voir, c'est que on a une hausse de l'utilisation de la voiture, notamment dans les couronnes, un petit peu du vélo, mais le vélo part de très très loin, il est autour de 2%, et les autres modes de transport ont un peu diminué. Ce qui fait qu'au total, on a un nombre de kilomètres parcourus qui a augmenté de 7% entre 2007 et 2017, mais les émissions de gaz à effet de serre liées au transport ont diminué, notamment parce que les véhicules sont moins émetteurs qu'ils ne pouvaient l'être. Et à ce titre, on peut noter que 31% des véhicules du parc régional étaient électriques ou critère 1 en 2021, alors qu'il n'était que 5% en 2012
sur ce plan-là. Si on passe maintenant à l'artificialisation des sols, donc l'artificialisation des sols, c'est la consommation des sols pour des usages, enfin de sols naturels ou agricoles pour des usages, pour les usages de logement ou d'activités économiques principalement. Et il y a une politique assez forte de lutte contre l'artificialisation des sols pour plusieurs raisons, pour éviter les discontinuités écologiques, pour assurer, enfin pour continuer à garder une bonne absorption des émissions de gaz à effet de serre par les sols, pour des questions également d'écoulement des eaux et de captation des eaux, etc. Enfin, un certain nombre et de biodiversité de façon générale. Un certain nombre d'aspects qui engendrent cette politique publique qui est forte et contraignante. Euh, voilà. Donc, dans la région, on a 9% de la surface qui est artificialisée en 2020. Donc, c'est plutôt, c'est un peu dans la moyenne nationale. C'est beaucoup moins qu'en Île-de-France ou dans l'Ouest. Et notamment, c'est dû à une géographie en fait qui est favorable entre guillemets sur ce plan, puisque très fortement marqué par un relief montagneux et des forêts. Ce que vous voyez sur la carte de droite, hein, vous voyez en vert les forêts et les végétations herbacées. En orange, l'activité agricole dans la région qui est relativement faible en comparaison d'un certain nombre d'autres régions similaires en taille, et en rouge ce qui est urbain. Et donc, quand même un certain mitage de l'installation humaine en Basse-Provence et dans la vallée du Rhône. Quand on regarde l'exposition au risque, juste sur ces questions d'artificialisation et de consommation d'espace, donc on a publié des choses il y a une petite année dessus, et on va redire des choses prochainement sur le sujet. On regarde deux choses, on regarde la consommation liée à l'habitat et la consommation liée à l'activité économique. Et pour la consommation liée à l'habitat, ce qu'on peut noter, c'est entre 2009 enfin sur la dernière décennie, en gros, par ménage supplémentaire, elle a été plus faible, d'environ 20% de ce qu'elle pouvait être auparavant. Donc, c'est déjà un point positif, sachant que les efforts globaux de réduction de la consommation d'espace pour la décennie en cours, donc 2021-2031, sont d'une baisse de 50% de la consommation d'espace par rapport à la décennie précédente, dans des objectifs qui sont également ambitieux et contraignants pour les acteurs. Si on regarde l'exposition au risque naturel, donc là, on va regarder plusieurs types d'expositions au risque naturel qui sont assez présents dans la région. Il faut commencer par le risque d'inondation. 1 million d'habitants dans la région, donc 1 sur 5 vit en zone inondable. Donc là, vous avez un petit peu le lieu des zones inondables, hein, notamment c'est le long des fleuves et de certaines zones humides. Ce qu'on observe, c'est qu'on a toujours des constructions de résidences principales dans ces zones, même si elles se réduisent. Elles étaient de 20% entre 90 et 99, elles ne sont plus que de 15% entre 2016 et 2019. Et puis, sur ce type de catastrophe, mais plus largement aussi, les Alpes-Maritimes sont particulièrement concernées par des arrêtés de catastrophes naturelles, puisque depuis 40 ans, au moins un arrêté a été signé pour chacune des communes de ce département. Dans les autres expositions en risque, vous pouvez regarder à droite le risque lié aux fortes chaleurs, donc avec une carte qui représente les fréquences de nuits tropicales pour la période de référence. Donc les nuits tropicales, ce sont les nuits au-dessus de 20 degrés dans la région. Vous voyez la carte de gauche où vous avez une moyenne entre 76 et 2005, donc quelques nuits tropicales dans la basse vallée du Rhône et un peu Côte d'Azur. Et vous voyez qu'en 2050, enfin sur la période à venir, 2021-2050, ce nombre de nuits tropicales, donc qui sont vraiment des marqueurs importants du caractère supportable ou soutenable des fortes chaleurs, notamment pour les plus âgés, vont vraiment croître fortement. Donc, un réchauffement qui sera particulièrement marqué de ce côté-là dans la région. Et donc, ça, c'est le scénario central de Météo France qui se base sur le scénario central du GIEC.
pour l'instant, on est plutôt légèrement au-dessus de ce scénario. Ce qu'on vous montre là est peut-être optimiste. Si on regarde la carte de gauche, là, vous êtes sur sur les émissions, enfin sur l'exposition à la pollution de l'air et notamment au dioxyde d'azote. Et ce qu'on peut regarder, c'est que, qui est notamment émis par les transports, et ce qu'on peut voir, c'est que le long des axes routiers, cette exposition est très importante, et notamment dans le département des Bouches-du-Rhône, vous avez 85% de la population qui est exposée à une pollution de l'air qui est supérieure au seuil fixé par l'OMS. Donc, ils sont des valeurs cibles à atteindre d'ici quelques années, mais donc on part de très loin. Toujours sur ces questions de l'exposition à l'air, à la pollution de l'air, on a réalisé une étude récente pour essayer de caractériser l'enjeu de santé publique de cette pollution. Et on a croisé ça avec le statut socio-économique des habitants. Donc, on n'est pas sur le seul revenu, on est également sur d'autres variables qui caractérisent un peu le statut socio-économique des habitants. Donc là, vous avez à gauche des cartes de pollution de l'air. Donc, plus c'est rouge foncé, plus l'enjeu est important, et plus c'est vert, moins l'enjeu est important. C'est pour la région. On a décomposé ça en cinq grandes classes. Et ce que vous voyez, c'est que, ça c'est le graphique de droite, plus l'enjeu est important, plus l'indice socio-économique des habitants est faible et défavorable. Donc, c'est assez marquant comme relation. Et ce qu'on voit, c'est que plus l'enjeu est faible, plus le statut socio-économique est favorable. Donc, on a vraiment une relation assez. Euh, Ce n'est pas une causalité, hein, c'est une relation, mais assez nette entre les deux facteurs qui peut interroger sur les mesures de politique publique à prendre. Et donc, si on récapitule un petit peu les enjeux liés à ces changements climatiques, donc il y a des enjeux sociaux de réduction de la vulnérabilité énergétique notamment et un accompagnement des perdants de la transition écologique. On a pu le voir lors de différentes manifestations ces dernières années et avec le prix de l'énergie tel qu'il est actuellement et l'inflation qu'il porte, qui est un enjeu qui est très fort. À la fois d'accompagnement des personnes qui sont fortement touchées et de réduction de la vulnérabilité énergétique. Il y a l'enjeu de réduction des gaz à effet de serre. Donc ça passe par plusieurs types de décarbonation. Il faut décarboner les mobilités, donc les transports du quotidien, mais aussi tous les autres types de transports, y compris logistiques. Les bâtiments, qu'ils soient résidentiels, liés aux activités ou aux administrations publiques. C'est un enjeu important. Hein. Juste pour avoir en tête que si on n'avait que les seuls services publics qui fonctionnaient en France, on serait déjà à 2 tonnes équivalent CO2 par habitant, et donc on aurait déjà consommé tout notre budget carbone tel qu'on doit l'avoir en 2050. Et donc, il doit aussi y avoir un enjeu très fort de décarbonation des services publics, et puis décarbonation de l'industrie, etc. Il y a des enjeux de limitation de la pression sur les ressources, hein, qu'elles soient en eau, de biodiversité, etc., et avec la politique de zéro artificialisation nette à l'horizon 2050. Et puis, des enjeux d'adaptation des populations et des activités économiques au changement. Il y a des enjeux d'adaptation, mais ce sont aussi des opportunités. Donc, on peut déjà noter qu'il y a le PIB par habitant dans la région est élevé, donc une richesse dégagée élevée. C'est la troisième région de France pour ce faire. C'est également la troisième pour la productivité apparente du travail, donc c'est-à-dire la richesse par emploi. Ce qui n'est pas forcément intuitif quand on regarde les autres difficultés dont j'ai pu vous parler tout à l'heure, notamment le taux de chômage, mais c'est parce qu'il y a des activités fortement génératrices de richesse, donc des activités à haute valeur ajoutée. Donc vous avez, si on regarde la croissance du PIB depuis 2000, donc sur les 20 dernières années, on voit aussi que la croissance du PIB dans la région, du PIB régional, est la troisième des régions de France métropolitaine, à 0,9% par an en moyenne. Ça ne comprend pas la crise Covid, mais ça comprend la grosse crise de 2008. Donc la région s'est plutôt bien portée. Et si on regarde le graphique de droite, ce qu'on voit, c'est que cette croissance de la richesse régionale
se décompose à moitié par la croissance de la richesse par emploi et la croissance de l'emploi. Il y a une hausse de l'emploi dans la région qui a permis notamment de résorber un petit peu le taux de chômage. Le tissu économique de la région est très orienté tertiaire. C'est 80%, 83% des emplois salariés, notamment dans les transports et l'hébergement-restauration. Également dans les activités spécialisées scientifiques et techniques. Et un peu plus également qu'en France, les administrations publiques, enseignement, santé. Donc ça, ce sont les chiffres un peu globaux. Vous avez la décomposition à droite des spécificités de la région, donc là où elle est le plus fort en comparaison nationale. Donc, vous avez principalement des services, donc ce qu'on voit, donc, qui est en rose, avec l'hébergement, restauration, où c'est très fortement marqué, les activités immobilières, l'information et la communication. Et puis, en jaune, c'est l'administration publique, c'est à peu près comme au niveau national. La construction est un peu en dessous. L'agriculture est sensiblement en dessous, en vert. Et puis en bleu, vous avez l'industrie, donc qui est pareil, qui est fortement en retrait. C'est 9,4% de l'emploi salarié dans la région contre 16,2% en France, à l'exception de la coquefaction et raffinage, donc avec toutes les raffineries autour de l'étang de Berre. Donc ça, c'est une autre façon de regarder la même chose, et c'est en comparaison avec les régions voisines, donc Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, ainsi que l'Île-de-France. Donc par rapport à ces régions, donc la région est plutôt en deçà en termes d'agriculture, donc je vous voyais en vert. Donc là, on est sur l'ensemble de l'emploi, donc les chiffres sont un peu différents. Auparavant, on était sur l'emploi salarié. L'industrie, on a une industrie qui est également beaucoup plus faible que dans la région voisine hors Île-de-France. La construction, c'est à peu près identique dans toutes les régions, sauf en Île-de-France où elle est bien moindre. En revanche, un tertiaire marchand qui est plus marqué que dans les régions voisines. Un tertiaire non marchand qui est similaire à celui de tertiaire non marchand, donc c'est plutôt la partie administration publique, santé, enseignement, qui lui est, est un peu supérieur à la moyenne nationale, mais à peu près comme en Occitanie. Donc vraiment, une spécificité, c'est plutôt du tertiaire marchand et moins d'industrie et moins d'agriculture, pour schématiser. Mais s'il y a moins d'industrie, l'emploi d'industrie a beaucoup moins baissé dans la région ces 20 dernières années qu'il n'a baissé en France, puisque la France a été touchée encore par de grandes restructurations, notamment dans l'automobile et le textile, industrie qui était quasi inexistante dans la région, ce qui fait que la région a beaucoup mieux résisté. Et d'ailleurs, depuis 2020, l'emploi industriel s'est même redressé dans la région. Avec l'industrie, donc on a un effort de recherche important dans la région. C'est la troisième région de province en termes d'efforts de recherche à la fois des administrations et des entreprises, avec des grands pôles autour d'Iter Cadarache, Sophia Antipolis et le CNRS, que vous pouvez voir sur la carte de droite qui vous montre un peu l'intensité en emploi sur ce type de poste. On a une activité économique qui est variée suivant les territoires avec un certain nombre de forces, ou d'acteurs prépondérants. Donc là, vous voyez la carte de gauche, vous voyez les différentes couleurs. C'est pas forcément pour toutes les faire, mais ça vous montre un petit peu la diversité de la région. Et puis après, on va faire quelques petits focus. Donc, le poids du tourisme est très fort dans la région. Vous l'avez sur la carte de droite, où vous avez la part de l'emploi touristique dans l'emploi. Enfin, là, on est sur l'emploi salarié. C'est 8,9% dans la région contre un peu plus de 6% en France métropolitaine. Donc, la différence est notable. Et c'est la deuxième région pour l'emploi touristique en proportion après la Corse, avec des lieux qui sont très touristiques, qui sont très dépendants du tourisme, notamment du côté de Briançon ou de Sainte-Maxime. Sainte-Maxime, c'est Saint-Tropez. Dans les points forts également de la région, où elle est présente, dans les régions de province, il y a le secteur de la culture, où la région est présente, et puis aussi le secteur de l'économie maritime, où la région est la troisième au niveau national si on est sur un champ très restreint d'un champ restreint de l'économie maritime, mais si on rajoute la marine et le tourisme associé à l'économie maritime, la région est la première des régions de France métropolitaine, avec également comme grand acteur, mais là qui va au-delà de l'économie maritime, le grand port de Marseille
qui engendre plus de 40 000 emplois, dont un tiers à Marseille. En termes de caractéristiques du tissu entrepreneurial, vous avez une caractéristique de la région qu'il y a plus davantage de micro-entreprises, donc ce sont les entreprises qui ont moins de 10 salariés, et de grandes entreprises, pour schématiser, qui ont plus de 5 000. Alors, c'est pas plus de 5 000 dans la région, mais c'est plus de 5 000 au total, et moins de petites et moyennes entreprises et moins d'établissements de taille intermédiaire. Donc ça, cette répartition du tissu est peut-être considérée potentiellement comme une faiblesse, dans la mesure où les catégories d'entreprises les plus créatrices d'emplois sont plutôt les petites et moyennes entreprises. Et en termes de solidité pour investir, les ETI et les ETI. Donc un tissu entrepreneurial qui est plutôt un peu plus faible qu'ailleurs. Et quand on regarde le dynamisme de ce tissu, on note qu'il est très dynamique puisqu'il y a de nombreuses créations d'entreprises, mais elles sont moins durables en moyenne que dans les autres régions françaises. Donc, un taux d'échec qui est plus important. Point positif, ceci dit, dont je vous parlais tout à l'heure, l'évolution de l'emploi salarié, et notamment pendant la crise, et notamment le fait que la région a été plus résiliente que l'ensemble que l'ensemble de l'économie nationale en sortie de crise, avec un rebond supérieur, à la fois pour l'emploi salarié privé et l'emploi salarié total. Donc ça, je trouve que ce sont les courbes claires, à la fois pointillées pour l'emploi salarié privé et un très plein pour l'emploi salarié total, que pour le reste de la France. Et en sortie de crise, donc pendant l'année 2021, la région a connu la hausse de l'emploi la plus élevée de France métropolitaine, plus 5%, donc un rebond notable et qui se poursuit. L'emploi continue à croître dans la région, même si on commence à observer un tassement assez fort ce dernier trimestre, comme globalement en France. Et donc, si on regarde les enjeux qui sont liés à ces questions de résilience économique, il y a l'effet des crises, Covid et ukrainienne, sur la solidité financière des entreprises. Et on observe qu'il y a un nombre de défaillances d'entreprises qui retrouve son niveau d'avant-crise sanitaire, voire qui le dépasse un petit peu, ce qui est assez logique, hein, puisque pendant très longtemps, il y a eu des aides qui ont permis de limiter le nombre de défaillances et que celles-ci se restreignent avec en plus des conditions économiques qui sont plus dégradées. Autre enjeu, la capacité du tissu économique à se renouveler et à croître. Ça, c'est un enjeu fort pour la région. Le fait de se positionner sur le secteur d'avenir et de réussir à s'inscrire dans les priorités de France 2030 avec un certain nombre de soutiens à l'investissement et au projet qu'il convient pour les entreprises de la région de bien appréhender. Un enjeu, qu'on appelle de réagencement des chaînes de valeur dans un monde où il y a beaucoup plus où la mondialisation connaît des limites, où les acteurs essayent de se rapprocher de leurs fournisseurs, enfin essayent de rapprocher leurs fournisseurs d'eux, etc. Il y a des recompositions un peu au niveau mondial de ces chaînes de valeur qui touche un peu toute l'Europe et toutes les régions. Donc, il y a un enjeu de réagencement de ce côté-là. Et puis, une adéquation entre les emplois et l'offre de travail, avec un certain nombre de métiers en tension et d'appréhension de ces métiers en tension et des exercices prospectifs sur le sujet.